Bonjour, ici Grok San Giorgio. Voilà, alors je voulais faire un petit gag, mais bon, bref, il fait quand même assez froid, même si c'est une journée merveilleusement ensoleillée ici dans mes montagnes en Suisse. Je sais pas comment ils font les gens qui ont des cheveux rastas, c'est dégueulasse, et en plus, on voit rien. Bref, je peux vous garantir un truc, 5 minutes, pieds nus dans la neige, ça vous change de l'habitude, hein, ça vous change du normal. C'est un excellent moyen de se mettre en dehors de sa zone de confort. Je sais pas comment il faisait dans le temps, mais il devait être habitué parce que c'est pas évident. La raison pour laquelle je me suis donné de la peine pour vous montrer un truc complètement con, en fait, c'est vous parler d'un sujet sérieux, donc toujours dans la suite de mon projet gros. Eh bien, l'idée, c'est qu'après avoir s'être désintoxiqué, après avoir commencé à faire des efforts physiques, pour commencer à un petit peu se préparer, il faut passer ensuite aux choses sérieuses. Et dans les choses sérieuses, on va parler de sport, on va parler de nutrition, on va parler de beaucoup de choses qui vont nous permettre de nous remettre en forme, toujours dans le contexte de la survie. Alors, j'ai pas trop parlé du contexte de la survie jusqu'à maintenant, je l'ai un peu plus écrit, mais ça va venir, ça va venir. Alors, parce qu'on parle de survie, ce qui est intéressant, c'est de se dire que nous, en tant qu'espèce, en tant qu'humains, eh bien, par définition, nous sommes issus d'une grande lignée de survivants, puisque par définition, ceux qui sont morts ne sont plus dans nos gènes, ou n'ont pas pu passer leurs gènes aux générations successives, et donc nous sommes les descendants de gens qui ont su survivre, et avant eux, il y a des lignées de singes, d'hominidés, pardon, et puis avant eux de singes, qui nous ont permis d'être ce que l'on est aujourd'hui, et qui se sont, au fil de millions d'années, qui se sont adaptés, qui ont adapté leurs gènes à l'environnement, au climat, aux sources de nourriture, etc. Alors, j'ai travaillé là-dessus aussi pour un autre projet que je n'ai pas encore annoncé, mais dont on parlera bientôt. J'ai beaucoup travaillé avec des anthropologues, avec des paléoanthropologues, avec des comment on appelle ça? C'est toujours un mot qui me revient. Les gens qui étudient les maladies de nos ancêtres, donc des paléopathologues. On dit ça? Oui, c'est ça. Donc des médecins de la paléontologie. Et les résultats, et ce qu'on découvre en discutant et en interviewant, je remets mon ordinateur à plat, ça me fait chier de la refaire la vidéo, donc vous allez être patient. Voilà, l'interview de toute cette personne m'ont permis, la lecture de nombreux livres, à peu près une trentaine de livres sur le comportement et la santé de nos ancêtres, m'ont fait comprendre un petit peu quelle est notre évolution. Alors c'est vrai que les premiers mammifères, ils datent d'il y a 140 millions d'années, donc c'est très très ancien. Les chiffres seront exacts dans mon livre, là je fais de mémoire. Et c'est vrai qu'à l'époque de la disparition des dinosaures, les mammifères qui existaient étaient relativement petits, avaient des niches écologiques très spécifiques. C'était des opportunistes, beaucoup de rongeurs, beaucoup d'insectivores, etc. Et puis nous avons évolué, les mammifères ont commencé à avoir plusieurs branches, évidemment. Dans la branche des singes, il y a les grands singes, et puis il y a nos cousins. De là, à un moment, on a dû se séparer, il y a une dizaine de millions d'années, avec ce qui a donné nos cousins les plus proches. Il faut savoir qu'aujourd'hui, génétiquement, l'espèce l'espèce la plus proche de la nôtre est le chimpanzé. Ensuite, il y a le gorille, ensuite il y a le bonobo. Et nous sommes très très proches du chimpanzé, à tel point que le chimpanzé est plus proche de nous génétiquement qu'il n'est lui-même de l'orang-outan, par exemple. Donc on est vraiment très très proches. Pas mal de chercheurs en fait nous considèrent vraiment des cousins très très proches. Et c'est vrai que quand vous observez le comportement des singes qui nous sont le plus proches, on se rend compte qu'ils ont un langage, certes simple, ils ont une capacité d'utiliser des outils, certes simples par rapport à nous,
Euh, Ils ont énormément de points communs avec nous dans le comportement. Ils vivent en société, en groupe, etc. Ils sont capables d'avoir les mêmes comportements que l'homme. On voit que les singes sont capables de génocider des tribus qui leur sont étrangères. On voit qu'ils ont le sens de l'humour. Quand on observe de très très près ces animaux qui nous sont très proches, on se rend compte que nous avons peu de différences. Et d'ailleurs, dans cet autre livre avec quelqu'un de très célèbre que je vais écrire, on va parler aussi du pourquoi nous sommes devenus des hommes et qu'est-ce qui fait qu'anthropologiquement nous sommes très adaptés à la survie ou pas, et qu'est-ce que nous devons faire pour le rester. Donc ça, c'est très lié avec mon projet sur la remise en forme. Alors, pourquoi je vous parle de ça et pourquoi je me suis déguisé? C'est parce qu'il y a un moment, alors on ne sait pas très bien, est-ce que c'est il y a 100 000, 200 000, 300, 400 000 ans, on ne sait pas encore avec exactitude où et comment. Est-ce que nous sommes tous, en tant qu'hommes, évolués, Homo sapiens sapiens, est-ce que nous venons tous d'Afrique? Ou alors est-ce que les ancêtres de l'Homo sapiens, Homo erectus, Homo ergaster, est-ce qu'ils se sont séparés de l'Afrique avant? En tout cas, c'est sûr qu'on vient tous d'Afrique à la base. Est-ce qu'ils se sont en premier séparés à travers le Moyen-Orient d'abord, l'Europe et l'Asie ensuite? Il faut savoir qu'on est très très proche entre Asiatiques et Européens et Moyen-Orientaux, et on est un petit peu plus éloigné génétiquement que les souches africaines. Et donc il y a eu en tout cas un déplacement depuis l'Afrique vers le reste du monde, et ensuite plus récemment dans les Amériques, il y a à peu près une trentaine, 40 ou 30 000 ans, et que l'on a, on s'est adapté évidemment au climat, on s'est adapté aux sources de nourriture, etc. Et donc le point de départ, et c'est là où je vais en venir, vous allez voir, c'est à mon avis très important dans ce projet de remise en forme, c'est que il n'y a aucun animal qui n'est pas en forme dans la nature. Chaque animal, par définition, il est parfaitement adapté à son environnement, à ses sources de nourriture, car s'il ne l'était pas, il finirait par avoir des problèmes, il finirait par être faible, ou il finirait par mourir, ou s'il est faible, de se faire attraper par ses prédateurs. Et même l'homme, il faut savoir que nous ne sommes pas tout en haut de la pyramide alimentaire, pas du tout. Nous le sommes aujourd'hui parce que nous avons les outils, et ça c'est un élément important de notre développement, mais en réalité, nous sommes un état intermédiaire, nous sommes comme les singes, nous sommes de la nourriture pour gros chats. Et ça, c'est indéniable, c'est un fait. Donc, nous n'avons pas de griffes, nous avons des petites dents, nous ne sommes pas faits pour nous battre de manière seule contre un lion ou d'un tigre, je veux dire, ils nous bouffent, quoi, très très vite. En revanche, en groupe et avec nos outils, nous sommes redoutables et nous dominons la planète, probablement même à l'excès et à l'autodestruction. Toutefois, l'idée de base, c'est que donc chaque animal est parfaitement en forme et parfaitement adapté à son environnement, à son écosystème, à ses sources de nourriture. On ne voit pas d'animaux sauvages gras, on ne voit pas d'animaux sauvages malades, ou alors ils sont éliminés du système, soit s'ils ont des maladies congénitales ou génétiques, contrairement à nous qui les soignons, et ben, dans le monde animal, ben, l'animal finit par mourir, donc il ne passe pas ses gènes au suivant, et donc il est éliminé pour toujours, et cette maladie disparaît jusqu'à la prochaine mutation. À l'opposé, si en revanche avec une mutation, une adaptation particulière, l'animal a un avantage compétitif supplémentaire, à ce moment-là, il va mieux survivre, donc il va plus se reproduire, il va donc se propager ses gènes, et donc l'espèce dont il appartient va s'améliorer, ou en tout cas va s'adapter, parce qu'il n'y a pas de jugement de valeur dans la nature, hein, la nature, elle est neutre, elle est sauvage, elle est dure, elle est difficile, mais elle est neutre. Et donc on va s'adapter, et en s'adaptant, donc cette espèce va s'adapter grâce à des nouveaux gènes qui vont plus passer que d'autres, et donc on va avoir des traits différents, de la même manière que l'humain, il s'est adapté, et les différentes races humaines se sont adaptées en fonction de leur environnement. C'est pour ça que nous, Européens, donc moi, Européen, blanc, caucasien, eh bien, on a la peau claire et les yeux clairs, c'est pour mieux métaboliser la vitamine D à des latitudes plus extrêmes et plus nordiques. Aussi, par exemple, nous sommes plus adaptés à la maîtrise du froid, nous sommes plus adaptés à certains environnements d'Europe du Nord, et même si, par exemple, on parlera d'ailleurs du lait et d'autres aliments qui ne sont pas très bons pour notre santé, eh bien, malgré tout, il y a des Européens du Nord qui ont développé, c'est une des toutes dernières mutations que l'on a pu voir dans le génome humain, c'est qu'une partie des humains commence à pouvoir digérer le lait de vache, alors que c'est complètement absurde de boire du lait d'un autre mammifère. Aucun mammifère ne boit du lait, ne peut digérer du lait d'un autre mammifère après son sevrage, de toute façon, même de sa propre espèce. C'est un truc qui n'a aucun sens, et que seul l'humain, parce qu'il a domestiqué les vaches, les chèvres, etc., peut le faire. Mais pas tout le monde. En Asie, on ne digère pas le lait. Dans beaucoup d'endroits en Afrique, on ne digère pas le lait, sauf dans des endroits très spécifiques où ce gène aussi a pu apparaître.
donc la capacité de digérer le lactose par l'enzyme lactase. Bref, je m'égare. C'est pas ça que je voulais dire. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans la nature, tout le monde est en parfaite, tous les animaux sont en parfaite santé, ils sont parfaitement adaptés, et le jour où ils sont trop vieux, trop faibles, à ce moment-là, ils se font éliminer et ils meurent. Alors, évidemment, l'être humain, il est différent. Nous n'utilisons plus l'évolution, nous n'utilisons plus, en tout cas, de sélection naturelle, puisqu'on même, on peut voir que les êtres humains les plus capables, les plus intelligents, les plus malins et les plus efficaces, comme ils gagnent beaucoup d'argent en général, ils arrivent dans des classes de société assez élevées où en fait ils font plus d'enfants et donc leurs gènes se passent de moins en moins, alors que l'abruti fini, le mec complètement débile, voire ceux qui ont des maladies normalement incurables qui ne devraient pas passer à leur progéniture, eh bien ils se marient quand même, ils sont maintenus en vie par la médecine, on les laisse survivre, on leur donne même des allocations familiales et donc ils se reproduisent de plus en plus. Donc en fait, certains généticiens démontrent d'ailleurs aujourd'hui que notre espèce humaine est en train, on a un quotient intellectuel qui, après avoir monté depuis la nuit des temps jusqu'à à peu près au milieu du XXe siècle, est en train de baisser grâce à l'état social qui est en train de reproduire tous les couillons du monde et qui fait que par le culte de l'argent fait que les gens riches, parce qu'ils veulent ne pas trop avoir pas se faire chier, pas avoir des entraves à jouir, ce qui est en fait la famille et les enfants, et bien finalement eux ne se reproduisent plus. Et donc en fait on a un abêtissement de l'humain, mais enfin à long terme c'est pas très grave. En revanche, ce qui est intéressant pour vous et pour moi, c'est pour ce qui concerne la santé. Eh bien, parce que dans la nature, tous les animaux sont en bonne santé, et visiblement, depuis que l'être humain n'est plus dans la nature et qu'il est au-dessus, quelque part, je dis ça avec les guillemets nécessaires pour éviter l'arrogance, eh bien, l'être humain se retrouve ne plus être dans un environnement naturel, ne plus vivre comme il est censé vivre, et donc, il commence à attraper des maladies chroniques, des maladies liées à la nourriture, et il commence à se nourrir mal et avoir même un mode de vie qui n'est pas sain et qui ne lui permet pas d'être en forme, et donc qui va lui empêcher de survivre le cas échéant où l'environnement devient difficile, où il y a une rupture de la normalité, où la situation de survie s'impose. Donc, un des points de départ dans mon livre, c'est de me dire, est-ce que si nous pouvions vivre comme nous vivions il y a 30, 50, 100 000 ans, est-ce que nous serions en bonne santé? Alors d'abord, c'est une question. Alors vous avez tous entendu parler de ce qu'on appelle le régime paléo, et tout a été dit sur ce régime paléo, il y a surtout beaucoup de confusion et peu de choses scientifiques. Alors je suis allé interviewer aux États-Unis des gens comme Lauren Cordain, comme S.B. Eaton, qui sont les gens qui ont les premiers commencé à se poser cette réflexion, est-ce que nous pouvons avoir un mode de vie et surtout un mode de nutrition et un mode d'activité physique qui est le plus proche possible de notre nature profonde, qui est celle, on n'a pas encore vraiment bougé depuis 200-300 000 ans, qui est celle de nos ancêtres. Et logiquement, ça a du sens. Ensuite, est-ce que c'est vrai dans la science, dans la pratique? Parce qu'après tout, nos ancêtres mangeaient des fruits et de la viande, des insectes et des choses qui n'existent peut-être pas aujourd'hui et certainement qui sont différents. Par exemple, prenez je sais pas, les choux-fleurs, les brocolis, eh bien, ils n'existaient pas sous cette forme à l'époque. De la même manière, la viande, en fait, ils mangeaient du gibier. Ils n'élevaient pas des vaches nourries aux céréales et aux hormones. Donc leur viande était extrêmement de bonne qualité. Elle était proche de la viande sauvage que l'on a en Afrique. Je veux dire, si vous mangez une gazelle, vous avez une viande extrêmement riche en bonne graisse, extrêmement riche en graisse polyinsaturée, monoinsaturée. Vous avez également de toute façon une carcasse animale qui n'a que 2 ou 3% de graisse, alors qu'une vache aujourd'hui, eh bien, je vous fais pas le dessin, c'est entre 30 et 40% de graisse, c'est un truc qui est génétiquement modifié pour faire du lait ou pour croître rapidement. On parle même pas des poulets, des cochons, etc. Ça n'a rien à voir. Donc il faut toujours faire très très attention de bien se rendre compte de qu'est-ce qu'on utilise. C'est pour ça que je suis allé voir des paléopathologues qui m'ont expliqué qu'est-ce qu'il y a en fonction de leurs analyses des cheveux, des os, des restes autour des campements humains d'il y a longtemps, et qui savent dire, quelles étaient les maladies de nos ancêtres, quelles étaient leur longévité, quels étaient leur type de nourriture à peu près. Et cette nourriture, elle est très variable. Vous ne mangiez pas la même chose il y a 50 000 ans en Afrique, en Europe ou en Asie. De la même manière qu'aujourd'hui, vous ne mangez pas encore la même chose, à part qu'il y a du McDonald's partout, c'est dégueulasse. Mais enfin, il y a des variances.
Et donc nous nous sommes adaptés également à ces variances. Et c'est vrai que l'être humain a l'avantage d'être un animal, je ne sais pas si on peut dire qu'il est omnivore, mais en tout cas il est extrêmement flexible dans sa nutrition. Il a gagné beaucoup dans la cuisson, parce que ça nous a permis de casser les fibres. Nous avons effectivement un système digestif très court, euh, qui est capable d'une gamme de digestion extrêmement large, grâce à la cuisson notamment, et qui nous permet d'acquérir le maximum on va dire, d'énergie. J'aime pas utiliser le terme calories, vous verrez dans mon livre pourquoi. Et également de prendre le maximum de vitamines. Donc, je suis allé étudier un petit peu tous ces chercheurs, qu'est-ce qu'ils m'ont expliqué. J'ai lu leurs livres, j'ai lu pas mal de documents scientifiques. Donc c'est un gros travail hein, d'ailleurs, mais c'est passionnant. Et en fait, ce qu'on se rend compte, alors évidemment, c'est que, et j'en ai parlé dans la partie détox, notre nourriture aujourd'hui, et en plus notre mode de vie qui est trop sédentaire, il n'est pas du tout adapté à notre capacité de le digérer, notre capacité d'assimiler les bonnes vitamines et de ne pas dégager tout ce qui est les toxines et tout ce qui est mauvais. Et puis aussi, nous absorbons énormément d'antinutriments qui sont des éléments présents dans des graines, dans des aliments qui nous privent des bons nutriments et qui sont probablement un mécanisme de défense de ces plantes pour éviter qu'on les mange. Et nos ancêtres ne les mangeaient pas. Et c'est vrai qu'on se rend compte aujourd'hui, j'aurai tout un chapitre, évidemment sur le sucre, j'en ai déjà parlé, je vais faire un chapitre sur le gluten. En fait, les céréales, notamment le blé, elles sont très mauvaises pour l'homme. Nous ne sommes pas habitués et nous ne sommes pas adaptés à manger des céréales. Alors bien sûr, nous les digérons, mais pas entièrement, et elles nous provoquent un certain nombre de problèmes, notamment de l'empoisonnement. Alors je sais que ça vous choque parce qu'on est tous habitués à avoir une nourriture basée, d'ailleurs c'est ce que le gouvernement nous... Mais qui fait encore confiance dans les gouvernements? Je veux dire, ils nous disent de manger des céréales, du lait. Et ils autorisent des restaurants rapides avec des graisses trans dégueulasses à l'intérieur sur la voie publique. Je veux dire, ces mecs, ils en ont rien à foutre de vous et de moi. S'ils tenaient à vous, ils interdiraient les fast-foods, ils interdiraient les graisses trans, ils taxeraient le sucre à 40 000 % pour que vous puissiez en manger très très peu, parce que tout ça c'est néfaste. Donc ils en ont rien à foutre de vous. Donc il ne faut pas croire les gouvernements. Et donc faites attention aussi aux médecins, parce que je découvre également que les médecins, ils apprennent ce qu'ils apprennent à l'université, ils croient que c'est de la science, et parfois... limite, hein. Et puis il y a du lobbying derrière qui non seulement lobby dans les médias et au gouvernement, mais qui lobby aussi au sein des universités pour qu'on apprenne des choses qui sont limite quoi. Donc moi la médecine, je commence à... En tout cas c'est plus la déesse médecine que je voyais quand j'étais plus jeune. Bref, donc tout ça c'est important de faire son avis par soi-même. Donc où je voulais en venir, c'est que je vais avoir un gros chapitre sur le paléo. Non pas dans le sens nourriture, mais mode de vie. Et évidemment, ça va inclure la nourriture. Pourquoi? Parce que si nous faisons un effort de nous rapprocher le plus possible de ce qui est sain, c'est-à-dire ce qui était notre programmation nutritionnelle de base, eh bien, nous pouvons être en meilleure santé. C'est un truc qui est logique. Et de toutes mes recherches que je suis en train de faire, j'ai interviewé des gens fascinants là-dessus, eh bien, ça a l'air d'être le cas. Alors, premier avertissement, beaucoup de gens, lorsqu'on parle de paléo, ils s'imaginent, parce qu'ils ont un imaginaire romantique mythifié de ce que c'était l'homme des cavernes, justement avec sa massue, et qui allait manger de la barbaque du matin au soir. Et on s'imagine justement les types au coin du feu en train de se manger leur gros gigot de mammouth. C'est pas si simple, c'est pas si évident. D'ailleurs, c'était pas comme ça partout. Et certes, si on peut étudier finalement des civilisations, des tribus de chasseurs-cueilleurs à travers le monde, dans le passé mais aussi aujourd'hui, on voit que oui, certes, la viande a une grosse importance, mais c'est pas la majorité. Dans tous les cas de figure, les légumes et les fruits restent l'immense majorité la plus grande partie de notre nutrition ancestrale, et la viande, c'est certain, elle varie ça dépend, il y a très très peu de civilisations totalement végétariennes ou avec très très peu de viande, parce que nous en avons besoin. On parlera aussi du végétarianisme et du végétalianisme, vous allez voir que je trouve que c'est assez intéressant, mais enfin il y a des problèmes qu'il faut résoudre quand on parle de ça. Ça ce sera un autre chapitre et une autre vidéo. En revanche, ce qui est intéressant lorsqu'on va parler justement, c'est que c'était pas des orgies de barbaque tout le temps. Parfois, de temps en temps, parce que évidemment la viande, elle contient surtout, encore une fois, c'est la viande de l'époque. Hein. C'est pas les batteries de poulet, de porc et de veau d'aujourd'hui.
c'est une autre viande. Ça représente ce qu'on pourrait avoir aujourd'hui dans des chevreuils, dans du gibier de montagne ou en Afrique si vous chassez de la gazelle. Mais sinon, c'est la viande que vous mangez aujourd'hui, c'est pas du tout de la viande comme à l'époque. Donc il faut faire très attention aussi à ça, j'en parlerai. Et donc c'est très variable, mais entre 10, 20 et la moyenne c'est entre 30 et 45% de viande. En termes d'apport énergétique et en termes calorifiques, ça ne veut pas dire qu'en masse c'est le plus, parce qu'effectivement il y a beaucoup de légumes et de fruits. Il y avait aussi pas mal de noix, donc de graines, de tubercules, de racines, bien sûr des insectes et même des feuilles, donc, et des champignons. Donc on va voir un petit peu comment ça se goupille. Et puis vous allez voir, de toute façon je vous dis déjà, un des secrets de mon bouquin, c'est qu'à la fin, il n'y a pas de règle pour tout le monde. C'est que chacun va essayer en fonction de ses tests, en fonction de ce qu'il va essayer, de trouver aussi sa nutrition qui est bonne pour moi. Moi-même, je suis en train d'essayer. Vous voyez, j'ai déjà perdu pas mal de kilos depuis le début. Je pense que j'en suis à une dizaine. Mais j'ai encore du boulot. Et puis voilà, c'est un travail qui prend des années et des années. Mais il faut un départ. Et moi, ce que j'essaye, c'est de faire un livre qui vous donne en une année un point de départ efficace, rapide et qui vous donne la pêche et qui surtout vous fait comprendre et qui détricote toutes les conneries qu'on a apprises depuis qu'on est gamin. Mais moi, je n'arrête pas encore. Là, en ce moment, je suis en vacances, j'ai mes beaux-parents qui sont ici. Le matin, au petit déjeuner, qu'est-ce qu'ils disent à mes gosses? Bon, c'est bien, t'as mangé les fruits que t'as préparé ton papa, mais mange quand même une tartine avec du beurre, de la confiture. Mange quand même un peu de pain, parce que ça va te tenir au corps. C'est des conneries. C'est les fruits qui tiennent le plus au corps. C'est les fibres les plus longues à digérer. Et c'est ce qui donne le plus d'énergie le plus longtemps possible, parce que les sucres dans les fruits, ils vont être absorbés avec du temps. Enfin bref, je suis pas médecin, mais j'ai appris en lisant les bouquins de médecins, etc. Et en faisant des interviews. Donc voilà, au bout d'un moment, je me fais ma propre opinion et je me dis, mais c'est des conneries de bouffer du pain, c'est des conneries de manger du beurre. Alors, une fois de temps en temps, parce que ça vous fait plaisir, on en parlera aussi du plaisir, c'est important. Mais voilà, on est programmé. Ma mère avec ses pâtes, mais mange des pâtes, sinon t'as pas de force. Mais la force, elle vient pas des pâtes. Bref, on est programmé depuis 150 ans, 200 ans à boire du lait. Enfin, voilà, on va en parler de tout ça. Donc revenir, je perds mes cheveux. Revenir à une mode, enfin un mode de vie, et non pas une mode parce que c'est la mode du moment. Hein. Revenir à un mode de vie qui est plus sain, c'est fondamental, et je crois, et c'est ce que j'essaie de faire passer comme message, et dans le livre, ça va être fouillé, ça va être détaillé, il y aura énormément de données scientifiques, et je pense qu'il y aura des chapitres très vulgarisateurs, et qui vont être suivis d'un chapitre beaucoup plus technique, que vous pouvez sauter si vous en avez rien à foutre de lire pendant une heure un truc technique, mais je pense que ça va être bien de séparer les deux choses, et donc, on va voir que effectivement, nous pouvons, d'abord en dépensant moins d'argent, en essayant d'être plus proche avec nos communautés, en essayant de manger local, en essayant de manger de saison, on va avoir une nutrition qui nous apportera énormément plus de nutriments, énormément plus d'apport de ce qui nous rend en bonne santé, et aussi plus éveillé, et plus intelligent, et plus réveillé dans tous les sens du terme. Et puis, peut-être aussi une compréhension de la flexibilité dont on est capable. Et malheureusement, on rentre facilement dans les dogmes. Il y a des gens qui disent « Ouais, le paléo, c'est génial, on peut manger plein de viande. » Ouais, mais c'est pas ça. Et d'autres disent « Non, le paléo, c'est de la merde parce que je suis végétalien, il faut manger que des légumes. » Oui, mais ça aussi, il y a des problèmes. Donc, voilà, l'important, c'est, certes, si vous avez ensuite, on va parler, il y aura un chapitre sur est-ce qu'on doit tuer ou manger les animaux. Certes, si vous avez des problèmes éthiques sur le fait et d'ailleurs, sur la torture des animaux dans les abattoirs et je vous rejoins d'ailleurs totalement. Vous allez voir, mon chapitre sera très dur, et je salue ici Gilles qui m'a aussi ouvert les yeux avec d'autres sur le sort des animaux dans la filière de la viande. Mais enfin, il y a aussi tout un tas de choses à dire en fait, sur le fait que la viande est bonne pour l'être humain. Et les gens qui disent que non, la viande est mauvaise, c'est qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent. Et que, bien sûr, la viande ne doit pas être 80% de notre alimentation. Et elle doit être de bonne qualité. Mais une nutrition 10, 20, 30% de viande, et surtout, il faut voir quelle viande et qu'est-ce qu'on mange de la viande. C'est pas que du filet. Il faut manger de la graisse, il faut manger toute la partie de la viande, les abats, le foie, la moelle, comme le mangeaient nos ancêtres. Ils ne laissaient pas passer toutes ces sources de vitamines, de nourriture, etc. Et de la même manière, il y a aussi
tout l'aspect de la cuisson. Je sais qu'il y a une grande mode aujourd'hui de manger cru, et certainement ça a un gros avantage pour certainement une remise en forme de manger cru, mais il ne faut pas négliger que certains aliments ne peuvent être mangés que cuits, sinon ils sont toxiques. Je pense aux haricots, aux pois, euh, aux pommes de terre, mais aussi la capacité de manger, de cuire certains aliments va briser une partie des fibres et libérer un certain nombre de vitamines qui sinon ne sont pas facilement digestibles et absorbables si on les mange crus. Donc c'est très complexe, et la réalité c'est que ce qui est génial dans l'être humain, c'est qu'on est flexible. Alors le problème de la flexibilité, c'est que chacun va l'interpréter comme étant j'ai le droit de manger ce que je veux, ce que j'aime. C'est pas aussi simple que ça non plus. Donc vous voyez, la nutrition, c'est à la fois une approche très intime, très religieuse, puisque beaucoup de gens vont dire touche pas à mon mode de vie. Là, quand je dis à mes beaux-parents, mais tu sais, le pain, ils me disent mais comment, le pain, machin. Puis si je leur dis non, mais machin, ils me disent tout de suite, oui, mais t'es pas médecin, t'es pas scientifique. Ouais, je suis pas médecin, je suis pas scientifique, mais j'ai lu des médecins, des scientifiques. Mais vous voyez, le truc, c'est que dès qu'on touche la nourriture, ça touche à quelque chose de très intime, de très subconscient, et les gens deviennent vite énervés. Et quand je dis, je sais que vous, si vous me écoutez et que vous êtes végétarien ou végétalien, dès que je vous dis, oui, mais la viande n'est pas mauvaise, dans votre tête, les fils se touchent et vous dites, non, c'est pas vrai, la viande c'est mauvais. Et dans une certaine mesure, vous avez raison. Mais dans une autre certaine mesure, vous avez tort. Et de la même manière que si, on parle pas de ça maintenant, mais dans le chapitre où je vais parler beaucoup du végétarianisme, du végétalisme et finalement de la moralité de massacrer des animaux de la manière, avec la manière barbare dont on le fait dans le monde aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui adorent la barbaque, notamment si vous êtes boucher, charcutier, où vous allez dire non, faut manger de la viande. Nuance. Donc je sais que je rentre dans un domaine très très difficile lorsque je parle de nourriture, et c'est pour ça que j'espère que je vais écrire quelque chose qui a une logique, qui amène la discussion sur pas un juste milieu, mais simplement sur des bases scientifiques, et que vous allez voir, il y a de la nuance dans tous les sens. Et même lorsqu'on parle de nos comportements ancestraux, eh bien, les ancêtres, on va dire relativement proches des Esquimaux, ils mangeaient pas la même chose que les ancêtres au Moyen-Orient ou que nos ancêtres en Afrique proche. Je veux dire, c'est comme ça, parce que nous sommes adaptés à notre environnement. Et c'est notre force, et c'est ça la beauté de la race humaine. Et c'est pour ça que, même si moi je crois fondamentalement, je sais que ça choque des gens, qu'il y a des races, il y a des blancs, des noirs, des asiatiques, des indiens, des aborigènes, etc. Nous sommes tous frères. Nous sommes vraiment tous frères, et c'est très très con de se battre entre nous. Ensuite, je préfère que chacun soit chez soi et qu'on ait des rapports de voisinage sains et d'homme à homme, et de femme à femme. Mais même si on vit ensemble, c'est pas grave, hein, on peut avoir des rapports dignes d'homme à homme. Mais voilà, nous sommes tous frères, vraiment. Génétiquement, c'est clair qu'on est une seule espèce avec des races. Alors, puisque le mot est particulièrement politiquement incorrect, généralement on appelle ça des ensembles, des groupes ethniques, des races quoi. Enfin, faut arrêter de dire les conneries. Dire qu'il y a les races, c'est pas. Enfin bon. Mais c'est un autre sujet, et c'est un sujet passionnant aussi, parce que au-delà de la polémique, c'est fascinant de comprendre pourquoi il n'y a pas un noir qui gagne des médailles d'or aux Jeux Olympiques d'hiver, et pourquoi il n'y a pas un blanc qui gagne une médaille à la course aux Jeux Olympiques d'été. Et c'est logique, il y a une raison parfaitement génétique par notre évolution. Et moi, je trouve ça super intéressant, et pas du tout sujet de moquerie ou de dénigration, ou encore moins de suprémacisme. S'il y a un seul suprémacisme possible, c'est celui qui survit, celui qui survit pas. Celui qui survit, par définition, il est mieux que celui qui est mort. Et voilà. Donc, être en bonne santé, c'est important. Et donc, voilà, j'essaye de faire ces vidéos qui illustrent un petit peu le travail de recherche que je fais maintenant et comment je l'applique sur moi-même. Donc, voilà, on va reparler un petit peu plus tard. Là, il fait beau, donc je vais retrouver mes enfants pour déjeuner. Et on va voir un petit peu ce que mes beaux-parents ont fait. Je suis sûr qu'il y a des frites et des saucisses. Donc voilà, je ne peux pas m'absenter 2 minutes, mais il y aura aussi un chapitre sur les enfants, parce que comment est-ce qu'on apprend aux enfants, une fois que nous, on a compris à comment on se nourrit correctement et comment on se désintoxique du mode de vie moderne, comment est-ce qu'on va faire pour les enfants. Il y aura aussi un chapitre sur les personnes âgées, comment lorsqu'on est un peu plus âgé, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors là, évidemment, je ne peux pas être mon propre cobaye, mais j'ai interviewé pas mal de monde. Donc voilà, je vous laisse, je retrouve mon mode de vie moderne. Donc voilà, un des avantages de la... Voilà, et là je fais Rastaman. Donc voilà, on est passé de l'homme des cavernes au Rasta, et après on passera à l'homme
Je dirais pas plus. Je vais peut-être la couper celle-là. Non, mais je la coupe pas. Non, mais ils sont cool les Jamaïcains, moi j'aime bien. En tout cas, ils profitent de la vie. Ils vivent pas vieux, mais ils profitent de la vie. Allez, ciao!